La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre d'une journée d'études conviant écrivains, artistes et chercheurs à évoquer les pratiques de l'autobiographie, une table ronde réunissant notamment Annie Ernaux, Régis Sauder et Didier Héribon revient sur l'influence contemporaine mutuelle entre sociologie et littérature. Bien, je vous salue. Donc, je suis Tanguy Laurent et je suis responsable de collection en sociologie. Et donc, je suis très content de poursuivre cette discussion avec vous. Alors, je voudrais revenir sur, disons, un certain nombre de vifs du sujet de cette journée. On reviendra certainement aux questions politiques, même si on a compris que la politique était présente dans tous les aspects, y compris les aspects formels. Mais justement, je vais un peu commencer par là pour parler de la place de l'autosociobiographie ou de l'autosocio-analyse dans le spectre autobiographique. Et je voudrais revenir sur simplement une définition de l'autobiographie. Gisèle Sapiro en a parlé un peu tout à l'heure, mais je voudrais donner la définition de Philippe Lejeune pour revenir sur un point qui me semble intéressant. Philippe Lejeune donne cette définition. Donc, l'autobiographie, c'est le récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Et alors, ce qui me frappe, c'est que bien souvent, les autobiographies sociologiques sont moins l'histoire d'une personnalité que le récit d'un événement, ou, on y reviendra, le portrait d'un proche. Et je pense que c'est particulièrement vrai de vos textes, Annie Ernaux. Et donc, alors, déjà, comment est-ce que vous expliquez, je dirais, ce quasi-abandon du récit de vie dans sa totalité? Il y a des exceptions, bien sûr, mais en tout cas, il y a une façon de faire autre chose que ce récit de vie total qui correspond à l'autobiographie classique. Je pense que c'est vrai aussi, d'ailleurs, des autobiographies en général. Est-ce que c'est une façon, d'une certaine façon, peut-être, c'est une hypothèse, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais justement de refuser, en tout cas d'éviter l'illusion biographique dont parlait Pierre Bourdieu. Je vais peut-être poser cette question d'abord à Gisèle Sapiro, si ça ne vous ennuie pas. Mais Oui, merci pour la question. Enfin, je pense que ce qui est important dans ces autosociobiographies, si on les appelle comme ça, c'est surtout le portrait de groupe, hein. C'est-à-dire le travail, la capacité de restituer le vécu de groupes sociaux dont on parle peu et dont on connaît mal en fait l'histoire, hein. Didier Héribon mentionnait l'absence d'archives, ce qui fait qu'il y a aussi un déséquilibre dans les travaux d'historiens. Alors justement, c'est les culture studies. Je parlais de Hogarth ce matin. Il y a E.P. Thompson qui avait fait l'histoire culturelle de la classe ouvrière. Enfin, il y a eu toute une tentative dans les années 60-70 de travailler sur les classes ouvrières. Et puis comme Didier le disait, après dans les années 80, tout ça disparaît en fait. Et donc je pense que ces récits-là se ressaisissent en fait à travers l'histoire familiale et leur mémoire, leurs souvenirs et le travail introspectif de cette histoire collective qui font advenir et en utilisant les outils de la sociologie pour comprendre des histoires singulières au sein d'un groupe. Et les petites différences aussi. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que on parle de reproduction comme si c'était quelque chose de mécanique. Ce qui est fascinant dans parce que on parlait ce matin de transfuge ou de transclasse justement, et on était, je pense, convergents avec ce que disait Didier là-dessus, c'est que et en fait ce qu'on voit dans ces histoires, c'est que la reproduction elle n'a rien de mécanique et que dans ces groupes-là, ne pas déchoir, c'est une lutte quotidienne. C'est-à-dire, ça n'est pas je suis ouvrier, je vais rester ouvrier, parce qu'il y a des accidents biographiques qui arrêtent, qui interrompent le parcours, et qui font déchoir dans une autre situation, tenir son rang, tenir sa respectabilité. Donc, c'est pas seulement une question d'ascension, c'est aussi une question de ne pas décliner. Voilà. Oui, alors, j'ai un peu dévié de la question. Enfin, oui et non, en même temps, vous y avez répondu d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'il y avait quand même aussi cette question, si vous voulez, par rapport à l'illusion biographique, c'est-à-dire au fait que n'existaient plus, effectivement, des récits qui, comment dire, enfin, en tout cas, beaucoup moins,
qui sont la récit de la totalité d'une vie, comme s'il y a quelque chose à quoi on ne croyait plus. Je pense que c'est la sociologie qui fait que l'histoire d'une vie, c'est l'histoire du groupe qui façonne l'identité, et que ça n'est pas une histoire singulière comme le romantisme nous a habitués à penser l'individualité comme si c'était le moi qui s'affirmait. Voilà. Bien sûr. C'est en ce sens-là que je pense que ce sont des histoires à la fois très singulières, comme le disait Didier, mais façonnées par le collectif, et donc le rapport est renversé. Et c'est peut-être aussi ce que je disais sur les enfin, je ne l'ai pas dit là, mais dans la discussion qu'on a eue sur les récits faits par des femmes assignées à l'autobiographie, et qui en même temps n'avaient par éducation pas le droit de parler d'elles-mêmes, et donc qui trouvaient des subterfuges pour parler. Isabelle Rimbaud qui parle de son frère. Et donc je pense que dans les biographies de transfuges, il y a aussi cette espèce de pudeur de ne pas se sentir légitime à parler de soi, comme voilà, et donc parler du groupe, c'est une manière. Puis il y a le nous qui est très présent en fait dans ces récits. Donc c'est vraiment une histoire vécue comme collective. Bien sûr. Alors justement, à propos à la fois de cette question collective et de ce qui la rend possible, il y avait un point qui me paraissait aussi une forme de singularité, c'est ce que je pourrais appeler la géographie du transfuge de classe, c'est-à-dire la question de la distance géographique nécessaire, qui fait qu'à un moment donné, il y a une séparation qui se fait, et du coup, un récit qui devient possible. J'y pense aussi, je me tourne un peu vers Régis Soder, parce que tout à l'heure, on a vu effectivement le portrait d'une femme dont je crois qu'elle s'appelle Flavia, et qui c'est celle qui vous interpelle, et qui, elle, est restée sur place, et qui a eu une enfance très pauvre, mais elle est restée sur place. Et manifestement, elle n'a pas ce vécu justement du transfuge. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui n'a pas eu lieu. Enfin, il y a cette distance qui n'est pas là, elle est restée. Vous êtes parti, mais elle a eu aussi une ascension sociale, mais qui n'est pas, qu'elle ne reprend pas avec cette expression de transfuge de classe. Et je vous laisse peut-être répondre là-dessus, et puis j'aurai une question pour Annie Ernaux ensuite sur ce thème-là en lisant un texte. En effet, on voit bien dans son témoignage qu'elle opère ce voyage social tout en restant au même endroit. Et il y a tout un tas d'exemples de gens qui vivent cette expérience sans que la géographie s'y mêle. Et j'ai le sentiment que, effectivement, mettre de la distance, ça permet aussi de regarder les lieux et le territoire autrement. C'est-à-dire que le regard que je porte quand je reviens avec ma caméra pour montrer des choses que peut-être Flavia, en vivant à côté de ces maisons fissurées, ne voit plus, et que effectivement cette distance-là permet de réinterroger les traces du passé, et quand on vit dans ces traces au quotidien, on doit aussi s'adapter de cet environnement-là. Le faire sien, peut-être ne plus le questionner. Enfin, je ne dis pas du tout que c'est ce qu'elle fait, mais en tout cas, moi, cette distance-là, elle me permet en effet de réinterroger le cadre et de poser un territoire qui était notre territoire, avec Flavia, avec Mohamed, avec ce groupe de gens avec qui je partageais ce collège, et chacun avec son voyage social qui est plus ou moins long, livre des éléments de réponse à tout ça. Et alors justement, c'est par rapport à cette question de la distance et de la géographie, il y a un court texte dans la place d'Annie Ernaux que je voudrais vous lire, et je voudrais vous demander, Annie Ernaux, peut-être de le commenter justement par rapport à cette question de la distance. C'est dans un moment absolument décisif, c'est vraiment après la mort du père, et c'est le moment de la décision d'écrire. Dans le train du retour, le dimanche, j'essayais d'amuser mon fils pour qu'il se tienne tranquille. Les voyageurs de première n'aiment pas le bruit des enfants qui bougent. D'un seul coup, avec stupeur, maintenant je suis vraiment une bourgeoise, et il est trop tard. Plus tard, au cours de l'été, en attendant mon premier poste, il faudra que j'explique tout cela. Je voulais écrire au sujet de mon père, sa vie, et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom, comme de l'amour séparé. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans ce passage, je vais vous laisser le dire, mais il y a
ce moment du train. Enfin, voilà. Il est vrai que pour moi, lorsque vous venez d'évoquer ce thème, ou cette question, pour moi, effectivement, la distance de classe ou distance sociale se confond pour moi avec la distance géographique. Et d'une certaine façon, elle s'est confondue très tôt, puisque on retrouvera, le dernier livre que j'ai publié, Mémoire de fille, c'est ce départ de chez moi sera d'une certaine façon déjà une mise à distance et une coupure avec le milieu, le pensionnat, une petite ville qui ne dépasse pas 7000 habitants. Et une autre distance viendra avec le départ pour la grande ville, Rouen. Et il y aura encore un autre départ, ce sera pour l'Angleterre. Et il y aura à nouveau un retour en Normandie, mais il y aura, et je ne pense pas que ce soit du tout un hasard, la rencontre d'un garçon très loin dans les Alpes, et finalement je resterai en Haute-Savoie, alors que mes parents sont toujours dans le même lieu, dans le même endroit. Et je crois que ce sont des étapes successives, et ce passage, effectivement, et c'est le train dans mon imaginaire tient effectivement la place toujours d'une séparation, d'un changement, d'une modification, et c'est outre que dans ce texte de la place, il n'y a rien qui soit inventé, il est certain que c'est ce retour, le mot retour, c'est toujours très important, c'est ce retour chez mes parents, après une absence totale qui était, je crois, de 2 ans ou 3 ans, qui d'un seul coup montre toute l'étendue de la distance sociale, parce que c'est une distance, effectivement, une distance de classe. Mais à cette époque-là, je ne peux pas penser, et en fait, je ne le penserai jamais, que entre, je ne sais pas, mes parents et moi, ça puisse s'appeler une distance de classe. Distance, oui. Distance sociale, oui. Mais le terme de classe, si, on peut le dire quand même, puisque le terme « je suis devenue une bourgeoise », c'est très clair. C'est très clair, et eux... Alors, eux, que sont-ils? Eh bien, ce sont, voilà, c'est tout ce que je vais développer, c'est-à-dire des grands-parents paysans, des parents ouvriers, petits commerçants. Donc, de toute façon, ils ne sont pas des bourgeois. Ils ne sont même pas des petits bourgeois. Donc, cette distance géographique, pour moi, elle a joué un très grand rôle. Elle a joué un grand rôle dans l'écriture. Si, au fond... j'écris relativement jeune sur cette distance, sur cette séparation, puisque j'avais, quand ça arrive, quand je m'en rends compte, j'ai 27 ans, et je cherche à écrire, tout de suite, je cherche à écrire, mais bon, je n'y arrive pas, bon, je suis très occupée aussi, mais ça revient toujours, et je le ferai vraiment à 32 ans. Mais pourquoi je peux le faire? C'est parce que je sais que, bon, je vais prendre le masque du roman, mais je sais quand même que derrière ce masque, derrière un autre prénom, il n'y aura pas grand-chose de changé. Ce sera vraiment la réalité que j'exposerai. Mais c'est que m'en sépare plus de 600 kilomètres de mes parents. Ils ne vont pas, ils sont pas de mon père, mais ma mère et toute la famille que j'ai est là-bas, très loin, et puis je porte, là où je suis connue comme professeure, mais c'est à ce moment-là, c'est au fond, ça ne compte pas. Ce qui compterait le plus,
ce serait que ma famille le sache, que ils vont le savoir, ça c'est sûr, mais je ne pense pas être publié, enfin j'en sais rien, mais ça va être un choc pour moi d'apprendre que que mon livre est pris. C'est quelque chose qui me bouleverse énormément parce que je sais que je m'expose complètement. Mais une fois qu'on a commencé de s'exposer, c'est pas difficile après. Voilà, c'est tout. Et je réagis à une chose que vous avez dite. Vous paraissiez presque embarrassé de dire que vis-à-vis de vos parents, vous étiez dans une distance de classe, comme si vous vouliez. Et j'avais juste une suggestion, enfin une proposition, qui était au fond, est-ce que c'est pas justement une distance de place, puisqu'on a parlé de la place tout à l'heure, oui. en début de matinée, et de la différence entre place et classe. J'ai l'impression que ça vous va mieux d'une certaine façon de dire que c'est une distance de place, sans gommer du tout la question sociale, bien entendu, au contraire. Mais qui correspond je préfère qu'on laisse en suspens cette question. Voilà. Parce que, au fond, qu'est-ce que ça change à mes textes ? Je ne sais pas. C'est dans le commentaire. C'est dans le commentaire. Et le commentaire, il est souvent en fonction, justement, peut-être d'un public ou des questions qui sont posées. Ça n'est pas toujours... il n'est pas toujours identique. Oui, le livre s'appelle La place. Et je voudrais alors revenir sur une autre question géographique, encore un peu, mais en lien avec celle-là. Alors c'est dans le prolongement, et c'est quelque chose qui m'a été inspiré par une remarque que fait Rosemarie Lagrave, dont on a parlé ce matin, évoquée notamment par Gisèle Sapiro. Donc c'est un livre que je vous recommande et qui a été publié trop tard pour qu'on puisse inviter Rosemarie Lagrave. Il est paru en 2021. Mais elle remarque qu'il y a une représentation très importante des transfuges de classe venus de milieux, disons, urbains et périurbains, et beaucoup moins de textes écrits par des auteurs venus du monde rural. Alors, il y a évidemment l'exception de Bourdieu, et puis il y a sa propre exception à elle, Rosemarie Lagrave. Mais il y a cette question aussi dans cette géographie de ces villes, villes en général moyennes ou petites villes, parce qu'on parle des grandes villes de province, et en plus de la périphérie de ces villes-là. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette question du milieu rural ? Je veux dire, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Est-ce que j'aurais peut-être posé la question à Didier Ribon. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre forme de socialisation et qui expliquerait éventuellement cet effacement, enfin en tout cas cette moins grande représentation du milieu rural? Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas commenter le livre dont vous parlez, que j'ai trouvé épouvantable et homophobe. Épouvantable. Oui, c'est un livre homophobe qui commence par dire il y a un déni du genre chez les... Il n'y a que les hommes qui écrivent sur ces questions de trajectoire sociale, de transfuge de classe. Et quand ce sont il y a des hommes gays, Didier Ribon et Édouard Louis, qui bien sûr disent qu'ils ont été traités de gonzesses quand ils étaient jeunes, mais qui ne s'objectivent pas comme hommes. S'objectiver comme homme gay, victime de la norme sociale, de la norme sexuelle, c'est s'objectiver comme homme. Et il ne pose pas les questions en termes de genre. Si ça, c'est pas, si exclure l'homosexualité des questions de genre, c'est une perception, c'est une démarche homophobe, puisque elle installe une idée qu'il y aurait comme ça la différence, le genre, ça serait la différence biologique, enfin c'est un différentialisme biologique, les hommes et les femmes, au sens et que sa trajectoire a été universitaire a été beaucoup plus facile que la mienne. J'ai été affronté à l'homophobie, ce qu'elle n'a pas été. Elle ne s'objective pas comme femme hétérosexuelle, blanche. Combien il y a de femmes noires directrices d'études à l'école des hautes études. Donc on ne peut pas évacuer toutes les questions en disant moi je suis une femme et il n'y a pas de femmes qui écrivent l'autobiographie. Je peux citer 50 femmes en Allemagne, Daniela Dorcher, Denise Ode, au Canada, Caroline Dawson,
en Allemagne, Aminata Touré, etc., etc. Aux États-Unis, Bell Hooks. Le nombre de femmes qui, en Angleterre, Lindsay Hanley, le nombre de femmes qui ont écrit ça, elle les évacue. Qu'elle ne les ait pas lues, on ne peut pas tout lire. Mais quand elle dit qu'elle n'existe pas, elle les efface. Celui qui est féministe, c'est moi, parce que je cite tous ces auteurs, Caroline Kay Steedman, etc. Et elle dit qu'elle n'existe pas, qu'au fond, après Annie Ernaux, il y a une seule femme qui a osé faire l'analyse du transfuge de classe, de la transfuge de classe, c'est elle. C'est faux, c'est homophobe quand elle évacue l'homosexualité des questions de genre. Donc, tout ça pour dire que je ne vais pas commenter ce livre, je ne vais pas en parler. Si, vous êtes en train de le faire. Vous n'appelez pas à le commenter, d'ailleurs. C'est simplement... Non. Sur la question urbaine-rurale, de fait, moi, je suis né dans une famille ouvrière très très pauvre, où urbaine, comment dire, et la généalogie familiale et donc sociale que je retrace, comme Annie d'ailleurs, sont des généalogies différentes, parce que moi j'étais dans une ville moyenne, Reims, et que Annie était dans une ville où, en effet, plus proche de l'ancrage rural, de la ruralité, que moi. Et donc, de fait, les trajectoires sont forcément différentes, et le rapport à la ville, mais on voit bien comment la distance géographique s'installe nécessairement. Annie va à Rouen et moi je quitte Reims pour aller à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure en me disant que j'allais vivre mon homosexualité. C'est le parcours typique des gays qui habitent dans des petites villes et qui vont... le grand livre de George Chauncey, Gay New York, montre très bien, que j'ai traduit chez Fayard il y a quelques années, montre très bien ça, comment il y a l'attraction de la grande ville de New York pour tous les gays qui vivent dans des petites villes, à la campagne, etc. Donc c'était une nécessité géographique de quitter la ville où j'ai tout fait, j'asphyxiais en tant que jeune gay, mais aussi, en effet, d'introduire une distance géographique avec ma famille pour aller dans des lieux où la culture, les universités, les librairies, la vie culturelle, intellectuelle, etc., prospéraient, ou du moins, après, le livre qui m'a le plus marqué quand j'étais adolescent, c'est les mémoires de Simone de Beauvoir, sa description de la vie intellectuelle à Paris, Sartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés. J'avais ce fantasme-là. Donc, c'est un livre qui a parmi quelques autres, mais c'est un des livres qui a déterminé mon existence, si je puis dire. Et là, on voit bien comment, d'ailleurs, un livre, une autobiographie écrite par une femme, qui n'était pas la plus bête de celles qui ont écrit sur toutes ces questions, parce c'était intellectuelle, politique, théorisée. Et elle offrait c'est ce que j'ai appelé les auteurs généreux, les gens dont les livres vous permettent au lieu d'exclure des gens en disant « Ah, c'est pas ça, il est homosexuel, c'est un homme homosexuel, il dit pas qu'il est un homme, il dit pas, alors que moi je suis une femme ». Des gens comme Simone de Beauvoir sont des gens, et comme toi, Annie, sont des auteurs généreux qui, par leurs écrits, vous permettent de faire autre chose de votre vie, de vous inventer différemment, d'avoir d'autres aspirations que... Je ne dis même pas que c'est des modèles, je dis ça vous fait penser à d'autres choses, ça vous donne d'autres désirs, d'autres aspirations que celles auxquelles vous êtes assigné dans votre milieu d'origine. Moi, lire Simone de Beauvoir m'a transformé, et d'autres auteurs, bien sûr, mais lire Simone de Beauvoir m'a transformé. Foucault, Bourdieu, excuse-moi de dire ça parce que tu es là, mais toi, ce sont des auteurs qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à me transformer, à m'inventer, à écrire. Je n'aurais pas écrit Retour à Reims si tu n'avais pas écrit La Place, si tu n'avais pas écrit Une femme, si tu n'avais pas écrit La honte. Je ne vais pas faire la liste de tous tes livres, mais comment dire, parmi les gens qui m'ont... il y a Beauvoir, Bourdieu, toi, et mon livre donne...
dans cette succession-là, donne ensuite une filiation. Par exemple, Édouard Louis, mais en Allemagne, il y a eu un article récemment dans un journal allemand disant qu'il y avait une prolifération d'autobiographie sociologique, d'auto-analyse sociologique au cours des dernières années, un nouveau genre littéraire, littérature sociologique, de récit de vie sociologique, et le journal appelle ce nouveau genre le genre Héribon. Alors j'étais très flatté, mais ça veut dire que parmi lesquelles beaucoup de femmes d'ailleurs dans ces autobiographies sociologiques, j'étais très, très flatté, très heureux mais je me dis que ce que nous faisons a des effets. Et donc, il faut faire attention à ce que l'on dit dans ce que nous écrivons, qui ne soit pas comme ça des censures, des jugements. Il faut... Sartre, Beauvoir, Bourdieu ont été des auteurs généreux, c'est-à-dire... À propos de Bourdieu, je me permets juste de... Je ne voudrais pas vous interrompre, mais... Oui, je voudrais quand même dire que tu as cité de tête Rosemarie Lagrave dans sa préface. Moi, je n'ai pas lu ce que tu dis, et par ailleurs, je pense qu'elle se place effectivement dans une autobiographie qui est très honnête, qui est très approfondie, où elle convoque toute l'origine de sa famille, ses frères et sœurs, etc., et son parcours, et que, en effet, il n'y a pas tant d'autobiographie, parce que c'est une véritable autobiographie, ce n'est pas un roman, c'est vraiment l'autobiographie, une autosociobiographie, comme vous voulez, d'une femme qui a mon âge à peu près, et qui et on n'a pas cet exemple-là d'une sociologue. Je peux t'en donner 150. Alors tu dis en Allemagne peut-être, mais en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique latine, en Autriche, en Suisse. Non, elle les connaît pas. Mais non seulement elle les connaît pas, mais elle dit que les femmes n'écrivent pas. C'est totalement... Non, c'est pas ce qu'elle dit. Si, c'est ce qu'elle dit. Moi, je ne veux pas qu'on lui fasse... Je veux pas qu'on lui fasse de procès pensant sur l'absence. Je veux juste dire une chose par rapport au livre parce que en lisant ce passage, j'étais aussi un peu surprise de la question du genre. Non, mais je pense que c'est, en fait, c'est parce que je pense que c'est pas ça qu'elle veut dire, parce que je me suis arrêtée, j'ai relu le passage pour comprendre, parce qu'effectivement, quand on te lit, ou quand on lit Hogarth, ou quand on lit, il y a des passages entiers sur les femmes dans la classe ouvrière, la description de la situation particulière, donc c'est pas que ça n'est pas sans parler de la question de l'homosexualité, ça me paraît une évidence. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a un point aveugle qui est, pas d'ailleurs particulièrement, mais que de dire que les conditions d'accès au monde universitaire, au monde intellectuel, est différente pour les hommes et pour les femmes, et que chez les hommes, il y a des conditions à cette époque plus favorisées. Je pense que c'est tout ce qu'elle veut dire dans ce passage, et c'est pas de dire qu'il n'y a pas... Comment... Oui, bon, je vous propose de... Je peux ajouter un point non pas sur ce livre dont je ne veux plus parler, sur le livre de Philippe Lejeune et sa définition de l'autobiographie. Je n'ai pas une grande admiration pour ce livre, mais c'est un livre qui a été important. Oui, il décrit... C'est le premier livre sur l'autobiographie. Oui, mais ce n'est pas tellement ce livre-là qui me gêne, c'est l'usage de ce livre. Il décrit 4 auteurs, je crois Sartre, Gide, Léris, je crois que c'est que des hommes. Non, ça c'est dans le pacte autobiographique. Et dans ce livre, il donne une définition d'autobiographie. Définition classique, etc. C'est dans les années 60. Comment dire, c'est un livre qui a été important. Excuse-moi. Oui, tu as raison de rectifier. Un livre qui a été important. L'usage de ce livre, c'est que chaque fois qu'on fait autre chose que ce qu'il décrit dans ses analyses, on vous dit... Ah, c'est pas de l'autobiographie. Philippe Lejeune a dit. Oui, avant on me disait Lénine a dit, maintenant on me dit Philippe Lejeune a dit. J'ai l'impression de défendre là tout le monde. Non, attends, excuse-moi. Quand Édouard Louis dit ce que j'écris,
ce sont des livres autobiographiques. Il y a toujours, le professeur de littérature qui vient dire « Ah non, Philippe Lejeune a donné... » comme si on ne pouvait pas inventer d'autres choses. Or, tu as fait voler en éclats avec La Place. Tu as fait voler en éclats la définition que Philippe Lejeune donnait de l'autobiographie. Tu as fait voler en éclats la définition avec une femme. Comment dire Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, comme si il ne pouvait pas y avoir d'autres formes d'autobiographie et qu'on ne pouvait pas réinventer, on ne pouvait pas inventer de nouvelles formes. Et je suis étonné que tu défendes un livre qui serait prêt, dont les défenseurs seraient prêts à te censurer parce que ce que tu fais ne correspond pas à la... C'est un livre de prescription, c'est un livre de recettes, c'est un livre de prescription. Non, excuse-moi, mais Philippe Lejeune, écoute, je ne sais pas, moi j'étais encore avec lui il y a quelques années, mais il a évolué d'une façon incroyable. Il est le premier, il a écrit 7 ou 8 livres ou 10 livres depuis le pacte autobiographique. On ne peut pas se reporter à ça. Je parle de l'usage l'usage du livre, où on dit... quand on dit est-ce que ça c'est vrai, j'ai cité une phrase de Christa Wolf dans je ne sais plus quel livre, où elle dit « Il est plus facile d'inventer son passé que de s'en souvenir ». Et c'est une phrase très très forte quand on écrit sur son passé, que parfois le rapport à la vérité factuelle, à la véracité de ce qu'on dit est tangent, parce qu'on se dit, on s'en souvient, mais de fait, Christa Wolf a raison, il est plus facile de l'inventer que de s'en souvenir. C'est une phrase un peu comme ça, abrupte, mais qui a une force. Et de fait, quand on me cite des passages, quand je vois citer dans des articles ou dans des passages de Retour à Reims, je me dis, oh là là, mais est-ce que c'est exactement ça qui s'est passé? Est-ce que c'est quand ma mère a lu Retour à Reims, elle me dit tout est faux dans ton livre, c'est un vrai roman. Alors, je lui ai dit... J'ai justement une question à ce sujet. Non, maman, je crois que tout est vrai, tu le sais très bien. Et elle m'a dit, peut-être, mais tu n'avais pas besoin de le raconter. Alors, je me suis posé la question. Sa phrase, tu n'avais pas besoin de le raconter, je comprends très bien pourquoi elle me dit ça. Je respecte tout à fait ça. La phrase précédente, tout est faux. Comment elle a pu percevoir que dans mon livre, tout était faux. Et alors que la plupart des choses que je rapportais, c'est elle qui me les avait racontées quand je l'ai littéralement interviewée pour écrire ce livre. Et donc, quel était l'effet de transcription dans l'autobiographie sociologique qui faisait qu'elle ne pouvait pas se reconnaître dans ce qu'elle-même m'avait raconté, que je mettais en forme dans un livre qui, alors là, tant pis pour Philippe Lejeune, tente de déjouer toutes les frontières disciplinaires, histoire, sociologie, littérature, etc. Comme toi, comme d'autres, nous avons essayer de déplacer les frontières, de les balayer, de nous en affranchir. Et qu'est-ce qui fait que dans ce livre où j'essayais d'inventer une nouvelle forme de livre théorique et sociologique, qu'est-ce qui fait que dans ce livre où je m'appuyais sur ce que je savais, ce qu'elle m'avait raconté, elle pouvait dire « tout est faux ». Alors justement, je voudrais réagir un peu sur ce que vous venez de dire, et j'ai une question pour Nelly Wolf, comme c'est une table ronde, et puis c'est une question vraiment proprement sur la littérature, et c'est très intéressant ce que vous venez de dire à propos de la réaction de votre mère, parce que ma question suivante porte sur la question du roman, curieusement, et je vais passer par Bourdieu, parce qu'il y a un passage que je trouve assez formidable des Méditations pascaliennes, qui est donc un texte de Pierre Bourdieu, qui est au fond où on trouve présente une des premières versions de l'esquisse pour une auto-analyse, et où il dit qu'il entend se distinguer de la vogue des autobiographies universitaires. Donc là, à cette occasion, il parle des égo-histoires et remarque « Les universitaires heureux n'ont pas d'histoire » et ajoute qu'il n'y a pas lieu de raconter sans méthode des vies sans histoire. Donc il parle de cette vogue, effectivement, des autobiographies universitaires qui lui paraissent peu intéressantes, et il s'explique à ce sujet. Et or, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il me semble que ça peut
passer pour une question provocante, ça n'est pas du tout. Donc, mais il me semble qu'il y a, à travers les questions géographiques dont j'ai parlé tout à l'heure, la question de la distance, la question de cette polarité, notamment entre la province et Paris, entre les petites villes, les grandes villes, la campagne, la ville, etc. Il y a quelque chose qui rejoue, me semble-t-il, une histoire du roman français. C'est-à-dire que le roman français, le roman du 19e, classique, c'est beaucoup une histoire, c'est beaucoup l'histoire de cette polarité. Et je me demandais si justement il n'y avait pas une sorte, je dirais, d'inconscient romanesque, quand bien même par ailleurs ces textes-là refusent le roman, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue aussi dans la réception? Et je pense à votre mère, Didier Ribon, quand vous dites c'est du roman, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui, voilà, donc je vous pose la question à vous, Nelly Wolf. Oui. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'Université de Lille. C'est une injonction, mais j'aimais bien les questions d'avant. Vous voulez que je repose une question d'avant? Non, parce que j'ai eu le temps d'y penser, surtout, de préparer une réponse aux questions d'avant. Mais oui, non, vous avez tout à fait raison. Il y a un inconscient... Enfin, la confrontation entre la province et Paris, c'est un... Comment dire... un invariant du roman français du 19e siècle et même du début du 20e siècle et même du 20e siècle tout court. Encore, on parlait d'Élise ou la vraie vie ce matin. Elle monte à Paris. Élise quitte Bordeaux, je crois, pour venir travailler en usine à Paris. Alors, même dans le roman à thème ouvrier ou populaire, cette confrontation et cette fracture entre la province où l'on végète et Paris où l'on vit se transmet. Du coup, c'est une question transgenre, mais au sens... oui, genre littéraire. Littéraire, oui. Qui transcende les genres. Et sans doute... le lecteur possède dans ses grilles de lecture la capacité ou les structures pour lire ces histoires comme un roman et pour déterminer ces histoires comme finalement des histoires romanesques où s'accomplit un destin romanesque. Pour répondre à votre question et pour revenir à votre première question, pourquoi est-ce qu'on ne raconte plus une vie dans sa totalité? Mais c'est pas seulement l'autobiographie sociologique, oui, l'autosociobiographie qui a renoncé à cette ambition. C'est la crise, la mise en crise de la littérature au XXe siècle. En fait, c'était une de mes questions bis de tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de la poser, mais effectivement. Le personnage est problématique. Une vie qui commence et qui se termine, qui a un début et une fin, c'est pas la sociologie. La sociologie fait partie de la solution, mais... C'est Virginia Woolf, c'est Joyce. Et puis, aussi, il y a une question d'âge. Est-ce qu'on peut raconter la totalité de sa vie à 20 ans? Oui, mais ça veut dire qu'on peut raconter quelque chose de soi à 20 ans. Oui, bien sûr. Ce qui n'allait pas de soi à toutes les époques. Aussi, voilà. Il y a des âges d'entrée en littérature qui se sont déplacés. Et je reviens juste rapidement sur la remarque de Bourdieu, parce que je la trouve quand même très intéressante. Il y a cette question d'avoir ou pas une histoire. C'est-à-dire, Bourdieu dit, voilà, les universitaires heureux n'ont pas d'histoire. Alors évidemment, c'est une pique, on pourrait dire un bon mot, mais ça dit aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir il faut avoir quelque chose à dire. Et bon, c'est évidemment une façon de dire que ces gens à qui on demande de raconter les histoires, il dit les universitaires heureux, les seuls à qui on pose la question, à qui on demande de faire ces autobiographies, bon, en réalité, ils n'ont rien à dire. Enfin, et donc, même si ensuite, voilà, il y a cette idée que le romanesque, il existe aussi parce qu'il y a une histoire à raconter. Alors, c'est du romanesque qui est... Tout le nouveau roman, c'est
s'est construit sur l'idée que la littérature ne devait rien dire et que son projet ou son devoir, c'était de n'avoir rien à dire. Mais justement, est-ce que le roman d'Annie Ernaux, du coup, je vous pose la question, Annie Ernaux, mais est-ce que c'est pas un anti-nouveau roman, non pas au sens où ce serait, en tout cas, un déplacement par rapport à cette question-là, une façon. Il me semble que je crois que vous aviez dit quelque part que vous aviez commencé par vous essayer au nouveau roman, puis ensuite vous avez trouvé votre propre voie qui est tout à fait différente, justement. Absolument. C'est vrai qu'au départ, je veux écrire la suite du nouveau roman. Quand je commence, c'est vraiment l'époque de Rob Grillet, Butor, Claude Simon, et je pense que effectivement, on peut n'avoir rien à dire. Et quand je commence à écrire à 22 ans, ce que j'écris, c'est au fond, je n'ai rien à dire. Enfin, j'ai quelque chose à dire, mais je ne peux pas le dire. En fait, le livre que je veux écrire, je l'écrirai en 2016 et ce sera Mémoire de fille. Mais je ne peux pas l'écrire, voilà, parce que pour toutes sortes de raisons, parce que justement je n'ai pas la grille, les mots, je ne suis pas dans le monde même, ni le monde réel, ni le monde littéraire dans lequel je pourrais écrire ce texte. Je ne peux pas. Et c'est vrai que j'ai toujours évoqué l'écriture vraiment, je veux dire, de réaliste, parce que les armoires vides sont on ne peut plus réalistes, à partir du moment où justement moi je suis rattrapée par une histoire qui est vraiment profonde, réelle, et qui me paraît d'un seul coup comme étant la seule possible. Et il y a, si vous voulez, je vais dire un peu comme Édouard Louis dans son dernier livre, c'est à 20 ans, il dit je veux écrire mais j'ai rien à écrire, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Moi aussi à 20 ans j'ai rien à écrire. Et puis le temps passe, voilà, et j'ai en quelques années, en fait, j'ai plein à écrire. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se résume, même si ça fait un peu ancien de dire ah mais on n'a rien à dire et puis maintenant on a quelque chose à dire, et pourtant c'est un peu comme ça que ça se passe tout de même. Mais, si tu me permets de faire un commentaire sur ton travail, tu es entré dans la littérature un peu, tes livres n'étaient pas attendus, tu as déjoué les frontières disciplinaires, les normes disciplinaires du champ littéraire. Tes livres n'étaient pas attendus, ils sont un peu entrés par réfraction, exactement, c'est ce mot que je cherchais, par réfraction dans le champ littéraire. Avec un accueil d'ailleurs parfois, comment dire, pas très généreux, pour reprendre le mot que j'employais tout à l'heure, sur tes premiers livres. Et 30 ans après, cette effraction qui a fait voler en éclats justement toutes les injonctions disciplinaires, le roman c'est ceci, l'autobiographie c'est cela, tu as tout fait voler en éclats. 30 ans après, ton œuvre est reconnue comme une œuvre majeure. Enfin, c'est pas sur ce point-là que c'est pas le sujet, oui. Non, c'est pas le sujet. Si on est là, c'est que tout le monde le sait. Mais elle est reconnue comme une œuvre non seulement majeure, mais qui a une fécondité. Tu es quelqu'un dont les livres ont produit quelque chose dans la littérature. Moi, comme je l'ai dit, je n'aurais pas écrit Retour à Reims si tu n'avais pas écrit tes livres. On a fait un débat à la foire de Francfort, tu te souviens, à une question, mais quand j'écrivais Retour à Reims, j'avais les livres d'Annie Ernaux sur un coin de ma table. Et quand j'arrivais pas à écrire, je me reportais au livre d'Annie et je m'apercevais qu'elle réussissait à dire en une phrase ce que je n'arrivais pas à dire en une page. Et comment dire, tu as produit quelque chose. Édouard Louis te doit beaucoup, mais je ne sais pas, on pourrait citer, là encore on ne va pas faire des listes, mais on pourrait citer beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui ont écrit à partir de toi, grâce à toi. Tu as fait pas nécessairement en t'imitant, mais c'est comme un effet d'autorisation. Tu as ouvert des portes. Et ça, je pense que ça n'est possible
que parce que quelqu'un un jour a justement ouvert les portes sans se préoccuper de ce qu'est la définition d'un roman, ce qu'est la définition de l'autobiographie. Quand tu dis, d'ailleurs, je crois que c'est dans La Place, pour rendre compte des vies soumises à la nécessité, la littérature ne m'est pas possible. Et donc je vais écrire sous la littérature. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de commentaires sur cette idée d'écrire sous la littérature, qui est une très très belle idée. Enfin, c'est pas à moi de la commenter, mais je trouve que c'est une idée très très forte. Qu'est-ce que c'est qu'écrire sous la littérature? Et d'une certaine manière, tu as aidé beaucoup de gens en levant cette hypothèque de l'injonction à la belle littérature, à la belle forme, à l'écriture blanche sous la littérature, c'est pas du roman, etc. Et puis, cette œuvre-là s'impose comme une œuvre littéraire. Tu as redéfini la littérature. Et donc, c'est pour ça que toutes ces... Et quand Bourdieu s'en prend... je sais que Bourdieu avait une grande admiration pour les livres d'Annie. J'en ai de nombreuses reprises parlé avec lui. Quand Bourdieu s'en prend au récit de vie, c'est évidemment pas ce que Annie a fait qu'il visait. Excusez-moi, il y a Gisèle Sapiro qui... pardon, vous voulez parler. J'ai une vue un peu transversale, donc ça me permet... Non, mais j'allais dire la même chose. En fait, ce texte là que vous mentionnez, ce qu'il dit dans l'illusion biographique, les récits de vie, en fait, à l'époque, c'est Daniel Berthaud, et c'est comment on introduit les récits de vie en sciences sociales avec l'idée d'une linéarité du récit de vie. C'est pas du tout sur ce qui se passe en littérature. Au contraire, il mobilise le nouveau roman pour dire voilà, la littérature elle-même a déconstruit justement l'idée d'une vie construite de A à Z avec une téléologie, avec une orientation. Et alors, je vais diverger sur un point avec Nelly. Ça nous arrive pas souvent, mais je pense que le nouveau roman dit quelque chose, parle de quelque chose. Ça, moi aussi, je pense. Ah oui, d'accord. Je sais, j'ai lu. Voilà, il dit qu'il ne parle de rien, mais en fait, il parle d'événements qui ne sont pas ceux qui sont dans la narration habituelle, dans les histoires habituelles. D'ailleurs, il est discrédité aujourd'hui. Vous allez aux États-Unis où on dit nouveau roman, ça a détruit la littérature parce qu'il ne parle de rien, il ne raconte pas d'histoire, etc. Comme si il fallait des histoires pour faire exister la littérature. Et il se situe dans la route de Flandre. Il parle de quelque chose, d'un événement traumatique qui revient par la mémoire. Nathalie Sarraute, elle parle de tout ce qui se passe dans l'infra, dans les discussions. Claude Simon, tous les événements la guerre, les événements qu'il raconte. Voilà. Donc ce sont des événements qui sont justement ceux qui sont jamais explicités, jamais dits. C'est un nouveau roman chimiquement pur. Ce que je voulais dire, alors sur les questions de définition. Alors moi je suis d'accord que, on ne faut pas s'arrêter à des définitions et qu'on n'est pas là pour définir. Et je voudrais citer un livre qui n'a pas été cité, qui est celui de Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabonne sur l'autobiographie, qui à mon avis est intéressant, même si maintenant il est déjà daté par rapport à ce qui s'est écrit depuis, mais qui du coup avait une approche à mon avis à la fois plus complexe et plus littéraire de la question du rapport entre littérature et écriture de soi. Et puis je pense qu'il y a une question importante. Alors sur la question de la vérité ou de la sincérité, il y a le fameux débat quand même entre Proust et Gide, où Proust dit à Gide on ne peut être vrai que dans le roman, et en fait c'est ce que Annie Ernaux disait sur les armoires vides, c'est-à-dire ce qu'elle avait à dire, elle ne pouvait pas le dire à la première personne à cette époque, parce que il y a des moments où on ne peut pas arriver à dire certaines choses, et c'est pour ça qu'il y a encore une question que je voulais soulever, que Nelly a soulevé tout à l'heure, que vous avez aussi soulevé, c'est la question de l'âge où on écrit. Je pense qu'on écrit différemment. C'est pas la question d'être autorisé ou pas. Enfin, on est toujours autorisé c'est pas la question. La question, c'est comment on peut parler de soi et de son passé et de son histoire ou de son groupe social selon le moment où on se situe. Je pense que ça, c'est une question intéressante pour comparer en fait les différents récits. Je préfère parler de récits dont on a parlé aujourd'hui et comment à 20 ans il y a peut-être toute la violence vécue qui ressort parce qu'on est encore dedans, et puis plus tard on peut avoir justement une distance
existence plus objectivante. Enfin voilà, donc je pense que ça c'est une question plus pour interroger ces textes et comprendre comment ils sont positionnés aussi les uns par rapport aux autres. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, je pense à un autre texte de Bourdieu, qui est dans les règles de l'art, où de façon peut-être étonnante, mais assez décisive, il parle de l'éducation sentimentale, qui est le point de départ de son analyse, comme d'une auto-analyse et une socio-analyse. Ce qui me semble très intéressant, parce que là, on est en plein dans la littérature, et dans un moment, il parle d'un passage où Frédéric Moreau envisage d'écrire son autobiographie, c'est-à-dire son histoire d'amour, avec ce que Flaubert ne fait pas. Voilà, j'arrête là-dessus. On voit que Bourdieu s'identifie à Manet comme celui qui rompt avec l'académisme et les injonctions du champ pictural. Donc, c'est pas seulement le roman, c'est aussi l'art comme manière de se projeter, de s'inventer, de s'imaginer soi-même. Alors, à propos de l'art, et pour rester toujours un peu sur cette question du roman, on tourne toujours un peu autour, mais je pense que voilà, parce qu'on y arrive d'une façon ou d'une autre. Il y a un passage auquel je tiens beaucoup, Annie Ernaux, c'est toujours dans La Place, et en fait c'est immédiatement après le texte que j'ai lu tout à l'heure, et c'est justement sur la question de l'abandon du roman, parce que c'est un moment tellement décisif et qui en même temps n'est pas du tout un abandon de la littérature. C'est sur la même page 23 dans mon édition. Où vous dites donc juste... Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Voilà. Mais alors, non, c'est encore un tout petit peu avant, où vous dites par la suite... j'ai commencé un roman et... J'ai commencé un roman dont il était le personnage principal, et c'est la suite qui m'a... Sensation de dégoût. Au milieu du récit, voilà. Sensation de dégoût. Et la sensation de dégoût, c'est l'impression qui est certainement très forte quand on écrit et qu'on s'aperçoit que c'est pas ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on rate l'authenticité, la vérité, et que en se relisant, on s'aperçoit que non, on n'a pas transmis en réalité ce qu'on veut transmettre, ce qu'on sent transmettre, parce que c'est ça. Et donc, c'est cela que m'a procuré l'écriture de bien avancée, puisqu'il y avait plus de 100 pages du roman écrit sur mon père. Alors, justement, je voudrais dire tout de même, c'est pas du tout une question de défendre Philippe Lejeune, mais c'est tout de même, voilà, je reviens, parce que Philippe Lejeune a ruiné une pensée qui était vraiment dominante, la véritable doxa dans l'enseignement des lettres, y compris là où j'enseignais, au niveau supérieur au CNED, c'était que l'autobiographie, c'est vraiment, c'est pas de la littérature. Voilà, c'est pas de la littérature. Et que le roman, la phrase de Gide, le roman, on n'atteint plus la vérité dans le roman, voilà, bien plus que... Alors quand même que lui, il a quand même écrit « Si le grain ne meurt », qui est une sacrée autobiographie. Et il a, avec son petit livre, en 71, il a vraiment... Et ensuite, le pacte autobiographique, démontrant qu'est-ce qui sépare, au fond. Et un livre, une autobiographie d'un roman ou même d'une autofiction, parce que ça n'existe pas encore, mais ça va exister vers la fin du XXe siècle, c'est le pacte, c'est une sorte de pacte implicite, mais de vérité. Alors, voilà, et il faut que le nom sur la couverture, il faut que le personnage et celui qui est le narrateur, que ça soit la même instance. Bon, ce sont des choses qui changent, voilà. Et moi, je lui suis reconnaissante d'avoir fait tout ce travail. D'abord parce que j'avais choisi d'enseigner à l'époque où il y avait des UV, c'est des unités de valeur, des unités de valeur, d'enseigner l'autobiographie. Et à travers Rousseau, Chateaubriand et Stendhal. Mais je m'étais intéressée à tout ce qui pouvait relever, grâce donc à Lejeune, qui c'était des auteurs que j'aurais jamais spécialement lus. Et voilà, donc ça a changé le champ littéraire.
Oui, je conteste pas ça du tout. Ce que je contestais, c'est comment, puisque tu dis qu'il a ouvert des portes et rendu des choses possibles, c'était une innovation. Et tu disais contre la doxa de l'époque. Ce qui me gêne, c'est que l'œuvre de les livres de celui qui a ouvert des portes est aujourd'hui utilisé pour les fermer et à installer une nouvelle doxa. Je n'ai rien contre les professeurs de littérature, hein, c'est pas, mais j'en connais deux ou trois qui brandissent Philippe le Jeune en chaque occasion en disant Philippe le Jeune a dit, la définition de Philippe le Jeune. Et je dois dire, quelle que soit l'admiration ou l'intérêt qu'on trouve aux travaux de Philippe le Jeune, je m'en fous des définitions de Philippe le Jeune quand il s'agit d'écrire et d'essayer de montrer quelque chose, de dire quelque chose. Les démarches contraintes par des définitions, c'est ce contre quoi nous avons écrit. Alors, quand aujourd'hui il y a une instance universitaire, là encore je n'ai rien contre les universitaires, l'étant moi-même, mais quand il y a des instances universitaires qui viennent nous rappeler à l'ordre, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est très précisément ce que tu es en train de décrire. Il a lutté contre ça et aujourd'hui ces livres sont utilisés de la même manière que ce qu'il a voulu contester et combattre. Je suis plus du tout dans le circuit universitaire, ni même scolaire, hein. Je suis vraiment à la retraite, hein. Et donc mais je peux dire que vraiment ça n'a pas d'importance, je veux dire. Et quand tout à l'heure tu dis mais voilà, tu as ouvert dans la littérature, oui, certainement, mais c'était pas mon but. Mon but, je dirais, là je vais citer peut-être Bourdieu, que dans les méditations pascaliennes, il dit que ce qui importe, c'est pas de produire des idées personnelles, mais c'est de produire d'ouvrir en quelque sorte avec des outils qui permettent à des gens, il emploie les mots gens, hein, à des gens des pensées qu'ils n'auraient jamais eues. C'est ça. C'était pas ton but, mais c'est ce que tu as fait. Donc, même si c'était pas ton but quand tu as écrit, tu as fait tout ce que je disais tout à l'heure que tu as fait. Et moi, à la différence de toi, quand j'ai écrit Retour à Reims, notamment, quand j'ai écrit Réflexion sur la question gay, mon but, c'était de changer les choses, de changer la sociologie, changer la théorie, changer la philosophie, changer l'utilisation de la littérature dans le champ théorique, etc. Moi, j'avais ce but-là, de changer les choses. Alors tu dis, toi, tu n'avais pas ce but-là, mais comme c'est ce que tu as fait malgré toi, ou oui, à côté de toi, si je puis dire, indépendamment de toi, nos démarches aboutissent, je crois, au même résultat. Si on écrit des choses nouvelles, il faut aussi des formes nouvelles. Oui, c'est ce que tu as fait. Je me permets juste de vous... Oui, pardon. Non, c'est parce que, justement, il y a des gens en face de vous qui, je crois, aimeraient vous poser quelques questions. On a vraiment très peu de temps, mais si on peut prendre une ou deux questions. La disputation. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde, ce que vous avez dit. Bonjour, merci pour l'organisation de cette journée, c'était vraiment passionnant, merci d'être là. Je voulais rebondir sur la notion d'auteur généreux qu'utilisait Monsieur Héribon. En lisant vos livres, que ce soit vous, Madame Ernaud, vous, Monsieur Héribon, en voyant votre film, Monsieur Sauder, en fait, moi, je ressens beaucoup une notion de réconciliation. C'est-à-dire que le fait de retourner chez vous, c'est dans l'idée aussi de se réconcilier avec votre passé ou avec des souvenirs ou avec vous. Et j'ai l'impression qu'en vous lisant, du moins c'est l'expérience de lecteur ou de spectateur que j'en fais, je me réconcilie moi-même en fait avec ma famille ou avec des souvenirs ou des idées ou idéologies que je peux avoir ou que j'ai eues. Et je voulais savoir, dans votre travail d'écrivain, de sociologue ou de cinéaste, est-ce que vous avez cette notion de réconciliation et cette envie de réconcilier qui me semble aujourd'hui une bonne notion pour recréer du lien horizontal entre les citoyens, entre les hommes et les femmes dans notre société. Qui commence? Alors c'est un peu dangereux. Et c'est pour ça que tu me laisses en parler. Bien, donc effectivement... Tu me connais bien. Je dis que c'est pas le premier but
C'est pas la réconciliation. Alors je sais que c'est très bien de la bienveillance, la réconciliation et tout cela. Bien sûr qu'on cherche, mais moi je pense quand même que la lutte est le fond des choses et que on peut se réconcilier, d'une manière générale, mais c'est une notion qui est très morale, réconciliation, et qui est aussi qui fait penser à d'une manière familiale. Alors je vois bien qu'on peut l'utiliser puisqu'il s'agit en général, la réconciliation avec la famille. Mais le but n'a pas été celui-là du tout pour moi. Ça n'a pas été du tout. C'est un effet secondaire, si on peut dire. C'est l'idée de mettre au jour tous des mécanismes qui font qu'on se sépare. C'est ça. Et alors l'écriture va porter peut-être cette idée d'une réconciliation, mais c'est un effet que effectivement, on peut souhaiter, que je peux souhaiter, mais ça n'a pas été celui-là que j'ai eu en écrivant. Et je dirais que c'est jamais vraiment ça dans aucun livre. Je suis désolée de dire tout ça, de vous décevoir peut-être. Voilà. Peut-être qu'il y a un effet de reconnaissance aussi des lecteurs qui font qu'ils se reconnaissent et que ça les réconcilie d'une certaine façon avec quelque chose de leur vie. Que chez les lecteurs, pour moi, c'est au contraire. Voilà, très souvent, on me répond « Oh, vous savez, on vous aime ». Je dis « Bah non, je veux dire, j'espère que les livres vous feront vous aimer, vous, ou de découvrir, quoi, de reconnaître des choses en vous que vous ne saviez pas qui étaient. C'est ça. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça. Je crois que Régis, vous vouliez dire quelque chose. Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas, le film, chez moi, il a apporté peut-être plus de discorde que de réconciliation, et que cette discorde-là, elle permet, à terme, peut-être une réconciliation quand la démarche, elle a été comprise. Mais en tout cas, dans le cinéma, enfin, vous avez vu le film, moi, j'avais des choses à montrer qui sont des choses très concrètes, comme le sont les images que convoquent Didier et Ribon et Annie Ernaux dans leur livre, qui sont des images qui marquent le corps social par les corps, les habitats, voilà, il y a des choses à montrer, il y a des choses dont chacun témoigne dans son œuvre, qui dépassent notre simple intérêt à la réconciliation. Enfin, il me semble. La réconciliation, c'est difficile parce que l'idée de retour implique qu'on est parti, et quand on revient, malheureusement, il faut bien dire qu'on retrouve à peu près toutes les raisons pour lesquelles on a voulu partir. Et le livre que je suis en train d'écrire maintenant, Retour à Reims, c'était après la mort de mon père. Celui que je suis en train d'écrire est après la mort de ma mère. Et je raconte certaines scènes où j'arrive chez elle, où la télé est toujours allumée, et son racisme obsessionnel, pénible, comme il fait qu'au bout d'une heure, je n'en peux plus, et je viens la voir, je prends le train, je vais la voir, et j'ai envie de partir. Et quand je lui disais, maman, arrête de dire des choses comme ça, tu sais bien que je n'aime pas ça. Et elle me disait, c'est pas toi qui vas me commander, je suis ici chez moi, je dis ce que je veux. Bon, et elle disait ce qu'elle voulait de fait, mais c'est pas toi qui vas me commander. Mais c'était assez pénible. Elle voyait, il y avait une émission où il y avait Yannick Noah, c'est une émission où un artiste, un chanteur invite ses amis. Et elle me dit, tu vas quand même pas me dire qu'il a que des amis noirs. C'est quoi tous ces noirs à la télé? Je dis, si j'ai bien compris, c'est une émission où l'invité invite ses amis. Elle me dit, tu vas quand même pas me dire qu'il a que des amis noirs. Alors, je dis, écoute, il a les amis qu'il veut, c'est pas toi qui vas choisir ses amis. Et c'était des conversations qui se terminaient toujours pas. Je me comprends. Des conversations qui aboutissaient toujours comme ça à une fin il n'y avait pas à discuter, et ça ne servait à rien de discuter, si ce n'est de lui dire je ne supporte pas ça, et je ne voulais plus te voir parce que j'en avais marre d'entendre ça, je reviens et j'entends ça à nouveau. Alors la réconciliation, elle n'est pas facile, comment dire, ma mère était quelqu'un
avec qui je n'aurais eu aucun rapport si ça n'avait pas été ma mère. Et d'ailleurs, pendant 30 ans, je n'en ai pas eu parce qu'elle tenait ses propos. Une vieille femme de 90 ans, comme ça, avec le corps marqué par la douleur, la difficulté, etc., mais qui avait toute sa tête et qui, presque jusqu'au bout, et qui disait des choses que je ne pouvais pas supporter. Donc la réconciliation. Alors moi je suis comme Annie, je n'ai pas écrit pour me réconcilier avec ma famille. J'ai écrit parce que j'avais entamé une sorte de rapprochement avec ma mère quand mon père est mort, mais je n'ai pas écrit pour me réconcilier. J'ai écrit pour comprendre en effet pourquoi j'étais parti, c'est-à-dire pour analyser, pour faire un travail de sociologie, de théorie politique, qu'est-ce que c'est qu'un individu dans une société, c'est-à-dire pour analyser la structure de classe de la société dans laquelle nous vivons et les effets que ça a dans les vies individuelles. Et justement, je disais à un moment qu'il fallait remplacer le complexe d'Oedipe, comme ça, le grand concept de la psychanalyse, quand on parle des rapports entre les enfants et les parents, par la fréquentation du système scolaire. Le temps de fréquentation du système scolaire, entre très court chez mes parents et plus long chez moi, c'est très exactement ce qui introduit la distance. Or, cette distance-là de fréquentation du système scolaire, c'est-à-dire de maîtrise du langage, de capital scolaire, de capital culturel, de centre d'intérêt, les amis, la politique, etc. Tout ça, vous ne l'effacez pas. Il n'y a pas de réconciliation possible. Ma mère était raciste. Moi, je suis un militant antiraciste. Et il n'y a pas de réconciliation entre ma mère et moi, c'est-à-dire entre ce qu'elle incarnait et ce que moi j'incarne. Donc c'est difficile. Hein, le retour est, je crois que j'ai écrit ça, le retour était nécessaire pour moi, mais en même temps il était impossible. Oui, je crois qu'on a juste le temps pour une toute dernière question rapide et après. Merci pour vos interventions. Je vais essayer d'être très bref vu qu'il est 18h passé. Vous êtes du coup, pour les transfuges de classe que vous êtes, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas dire transclasse désormais. Je voulais vous demander si vous vous considériez comme des miraculés sociaux. Bon, Didier Ribon, il en a déjà parlé dans son livre, donc je ne sais pas si vous devez répondre à la question, mais surtout pour les autres personnes autour de... Voilà, merci. C'est à moi que ça s'adresse ? Je pense que c'est plutôt à vous, à mon avis. Si je me considère toujours comme une miraculée sociale. Non, j'ai pas entendu le début. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Miraculé, assurément. Je veux dire, voilà, à tout point de vue d'ailleurs. Voilà, au point de vue santé, au point de vue et au point de vue effectivement scolaire. Mais je veux dire, maintenant, je veux dire, d'une certaine façon, c'est tellement. Ça n'est plus une chose à laquelle, je veux dire, ce n'est plus une chose qui est dans le corps. Vous voyez, c'est ça, je veux dire. J'ai écrit un texte pour Bourdieu qui s'appelait La preuve, pour Bourdieu, enfin, en hommage à Bourdieu, qui s'appelait La preuve par corps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont c'est dans le corps qu'on le sent. Et donc, d'être une miraculée, disons que ces occasions de le sentir par le corps, c'est-à-dire par un malaise, de se trouver dans une assemblée. Il faut dire que peut-être je fuis un peu le monde, ce qu'on appelle le monde, et que je n'y ai jamais trouvé aucun plaisir. Et donc, toutes ces occasions de se sentir mal vraiment, et de se dire... voilà, j'en serai jamais. Et il est vrai que je le pense assez souvent encore, je n'en serai jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne serai jamais d'un monde qui parle d'une certaine façon, qui a des opinions évidemment politiques qui sont aux antipodes des miennes. Mais ça n'est pas maintenant, je veux dire, voilà, est-ce que je sens, est-ce que je suis dans tous les moments de la vie une transfuge de classe ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je ne le suis pas.
je suis la plupart du temps, alors ça, je suis une femme, ça c'est sûr, hein, je ne peux pas l'oublier, rien ne me le fera oublier jamais. Je veux dire, dans le monde, rien que de voir, voilà, j'appartiens à ces femmes qu'on montre déshabillées, etc., etc. Donc je sens ça très fortement. Et dire maintenant que j'appartiens... je sais que de la classe sociale dans laquelle je suis objectivement... à la fois pour les impôts et pour tout, effectivement, c'est c'est la classe. Alors on parle de supérieure, moyenne, et la dernière on la qualifie plus maintenant. Je ne sais pas comment on dit la classe. Voilà. Les classes populaires. Alors chez Bourdieu, vous savez, on disait. Dans Les Héritiers que j'ai reparcouru, on parlait des basses classes à l'époque, hein, vraiment les basses classes, oui. Oui, donc voilà, la classe d'arrivée, elle est quand même, je veux dire, elle est objective. Elle est objective, voilà. Alors maintenant, est-ce que les sensations que je peux éprouver, etc., elles sont réelles? Ce sont celles qui sont... ce sont celles qui sont au fond de mes révoltes, de mes choix politiques aussi, certainement, et vous avez parlé du film de François Ruffin qui va sortir, là, je l'ai vu aussi, et je l'ai vu sur mon petit écran, mais je pense que la sensation que tu évoques, tu dis ce bouleversement, etc. Moi aussi, je l'ai ressenti. Il y a une scène, par exemple, où il y a ces femmes qui viennent s'occuper d'un vieux monsieur qui a eu un AVC, etc. Qui est d'abord tout le travail de ces femmes. Évidemment, moi, ça me parle vraiment parce que c'est celle de mon enfance, c'est celle que je vois encore qui travaille et puis, il y a ce vieux monsieur qui montre tout. Il dit, c'est moi qui avais tout fait chez moi. Et ça, je sais. Je sais que c'est le monde des gens qui travaillent. Et puis, des gens qui font quelque chose. Par exemple, un tabouret. Une chose. Et quelle fierté il y a. Et je me dis, si on ne comprend pas ça, on n'est pas de ce côté-là, d'une certaine façon. Voilà, je crois. Je sais, évidemment, on est un miraculé social toute sa vie, ça ne change pas. Il y a beaucoup de choses en moi qui sont liées à mon origine sociale, à la trajectoire que j'ai restituée dans Retour à Reims. Mais évidemment, ce sentiment, la lutte quotidienne pour que le miracle continue étape après étape, parce que c'est une trajectoire, à la fin on a l'impression que ça a été des réussites, mais c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs. Il faut se réinventer en permanence. Donc je suis toujours un miraculé, mais à l'âge que j'ai, je n'y pense pas tous les matins. Mais je mets cette idée que j'ai été un miraculé social, que j'ai voulu restituer une visibilité au milieu d'où je viens et qui était effacée de la visibilité publique, politique, etc. Je mets mon travail au service des vies invisibilisées, méprisées, humiliées, opprimées, etc. Vous pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez. Cette démarche politique comme celle d'Annie, ou celle de Régis, ces démarches politiques que nous avons, elles viennent aussi du fait que nous gardons une énergie qui est portée par ce que Bourdieu appelait une saine colère. Il y a une saine colère dans ce que j'écris, et je crois qu'on la sent, même quand je ne l'exprime pas de manière aussi claire. Vous avez ça chez Édouard Louis. Et Édouard avait dit au moment de la crise, je parle comme BFM TV, au moment de la révolte des Gilets jaunes, où ils étaient insultés à longueur de journée dans les médias, tous médias confondus. Édouard avait dit, quand j'entends les insultes contre les Gilets jaunes, je me dis, c'est de ma famille qu'on parle.
c'est de mon village, c'est de mon milieu, donc c'est de moi. Et il avait fait un texte comme ça, bouleversant, sur « Vous insultez ma famille ». Alors après, il ne faut pas s'étonner que les familles, les gens insultés et méprisés aillent voter pour le Front National, puisque c'est leur seule manière de lutter contre le mépris dans lequel ils sont tenus. Et donc, ce travail que nous faisons, tous les trois, je crois que c'est un travail politique et que l'impulsion, quand j'ai tous les trois, d'autres bien sûr, l'impulsion qui nous porte, qui anime notre écriture, vient de ce statut de miraculé. Nous avons conquis dans des lieux qui ne nous étaient pas ouverts, par effraction, des places, des positions que nous utilisons pour rendre compte de ces vies humiliées, opprimées et méprisées. Donc ça, je crois que c'est très important. Donc, est-ce que je me pense toujours comme un miraculé social? Si j'analyse ma trajectoire, oui. Aujourd'hui, comme Annie, je ne me lève pas tous les matins en me disant « Ah, faut pas que j'oublie que je suis un miraculé social ». Mais très souvent, d'ailleurs, quand je dis « faut pas que j'oublie », très souvent, je me dis « faut pas que j'oublie ». Quand je dis des choses négatives sur ma mère, il ne faut pas que j'oublie que c'est grâce à elle, parce qu'elle travaillait en usine, que je suis devenu ce que je suis devenu. J'allais au lycée pendant qu'elle travaillait en usine pour que j'aille au lycée. Comme Annie a une très belle phrase que je cite d'ailleurs, ma mère vendait des pommes de terre toute la journée pour que je puisse aller écouter des cours sur Kant et Platon à l'université. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Là d'où l'on vient, c'est aussi parce que des gens ont voulu, nous ont permis de faire tout ça, et malgré toute la distance qui peut me séparer de ce qu'était devenue ma mère, de ce qu'elle était, il faut aussi, nos livres sont aussi des hommages à tous ces gens qui ont été privés des études, de la culture, du loisir, etc. Je vous remercie vraiment beaucoup, parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une journée passionnante et qui nous a vraiment beaucoup apporté. Donc je remercie tout le monde et Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.